parce qu'on est dans des régions évidemment extrêmement vulnérables par rapport au changement climatique. Donc voilà, j'ai aussi une expérience un peu de longue date dans les différents opérateurs du monde du développement, avec l'Agence française de développement, l'Expertise France, fait partie du groupe AFD. J'ai travaillé avec la Fondation Good Planet, qui est avec Yann Arthus Bertrand, dans des bureaux d'études. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, j'ai essayé de me focaliser sur le Pacifique Sud, malgré que j'ai beaucoup de tendance à aller sur d'autres continents qui sont aussi très impactés par les changements climatiques au même niveau que le Pacifique Sud, mais sur différents paramètres. Donc voilà, donc je vous propose pour cette clôture de module de formation de vous partager mon écran et de vous présenter un programme qui a lieu dans le Pacifique Sud qui s'appelle CLIPSA. Donc c'est le sigle de Climat du Pacifique, Savoirs locaux et stratégies d'adaptation. Voilà. Est-ce que vous voyez bien tous mon écran? OK, je le mets en diapo. Voilà. Donc, CLIPSA, juste un peu pour introduire, c'est un programme de recherche-action qui a débuté fin 2021, donc en plein contexte Covid, en Nouvelle-Calédonie. C'est un programme qui est régional puisqu'il couvre les trois outre-mer français, donc Polynésie française, Wallis et Futuna, Nouvelle-Calédonie et un territoire étranger qui est le Vanuatu. Donc, pour vous situer un peu, pour ceux qui peut-être connaissent peu l'Institut de recherche pour le développement, c'est un institut de recherche qui est qui a une double tutelle, qui est attaché à la fois au ministère de l'Enseignement supérieur et du ministère des Affaires étrangères. Ils ont quand même, enfin, l'IRD a quand même vocation à faire de la formation, évidemment, avoir des chercheurs scientifiques à travers le monde qui travaillent main dans la main avec les partenaires dits des pays du Sud et dans les Outre-mer français. On a l'objectif évidemment d'accompagner tout ce qui est développement et objectifs de développement durable par rapport aux Nations Unies. L'IRD est assez présente dans le Pacifique Sud parce qu'il y a deux représentations, une au centre IRD Nouméa, qui est le premier centre le plus représenté dans les Outre-mer, ou qui regroupe tout un plateau scientifique et technique en partenariat avec d'autres partenaires, enfin, on va dire d'autres organismes tels que l'IFREMER, d'autres instituts de recherche, qu'ils soient territoriaux par rapport au Pacifique Sud, mais aussi avec la France. Et donc, la deuxième représentation est en Polynésie française. Donc, on a plusieurs dispositifs à l'IRD pour accompagner en fait les partenaires, donc les chercheurs. L'IRD, c'est vraiment la recherche pour les pays du Sud, pour les territoires outre-mer, avec et on ne fait pas sans. Donc, c'est carrément dans notre ligne de mire pour faire des copublications avec les chercheurs des pays du Sud et aussi évidemment l'outre-mer français. On accompagne aussi beaucoup les pays, les petits territoires insulaires en développement, que ce soit dans le Pacifique, dans l'océan Indien ou bien dans les Caraïbes. Il faut aussi savoir pour les historiens de ce club, l'IRD est présent depuis 1946 en Nouvelle-Calédonie et depuis 1964 en Polynésie française. Donc, pour avoir plus d'infos, j'ai mis des ressources disponibles, deux petites vidéos sur, par exemple, qu'est-ce que l'IRD en 230 secondes. Comme ça, c'est assez simple. Et aussi pour les historiens, puisque l'IRD aussi a beaucoup évolué depuis maintenant 80 ans. Donc, on est passé de l'IFO à l'Orstom, puis après à l'IRD. Voilà. Je ne vais pas, on va dire, trop m'attarder sur l'IRD, mais il faut savoir que cette année, on a fêté les 80 ans. Et donc, il y a eu un grand forum à Marseille autour de la science de la durabilité. Je vous ai mis en fait les différentes tables rondes qui ont eu lieu, qui étaient très intéressants parce que c'était un mélange entre la science, la décision. Il y avait aussi des entreprises, des jeunes startups. On avait aussi beaucoup de personnes de la société civile qui étaient présentes. Donc, c'est vraiment dans la question de la transformation en fait des sociétés, comment la science intervient pour transformer notre rapport au monde. Et on a aussi fait des focus sur la jeunesse, par exemple, autour de comment on peut accompagner sur le futur toute cette jeunesse qui arrive, que ce soit des différents pays.
Il faut savoir que Clipsa, on n'est pas seulement le seul projet qui traite du changement climatique. On a un petit livret qui a été réalisé en fin d'année dernière par l'IRD, par une collègue géographe, où donc vous pouvez retrouver Clipsa, mais vous pouvez aussi retrouver tous les programmes de recherche qui existent à l'IRD autour des canicules marines, autour de tout ce qui est lié à l'océan pour mieux comprendre comment fonctionnent les processus océaniques. Donc voilà, je vous ai mis un peu des petites fiches parce que je sais que ma mère était professeure des écoles, donc elle fonctionnait beaucoup en fiches. Donc voilà. Euh, je voudrais voilà, rentrer un peu plus maintenant dans Clipsa. Alors, je sais, j'ai vu vos dernières modules de formation, vous avez eu plus de 2 heures de contexte climatique à l'échelle planétaire, régionale et locale. Donc, je ne vais pas aller voilà, faire de la répétition à mes collègues qui ils sont évidemment très experts sur la question, mais juste dire peut-être quelques mots. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des scénarios du GIEC avec des différentes probabilités en fonction des émissions de gaz à effet de serre et des scénarios de température. Par exemple, nous, on avait présenté lors de la décennie des océans l'année dernière, qu'est-ce que serait en fait, par exemple, la Nouvelle-Calédonie en 2080. Et ben, on se rend compte qu'avec des scénarios qui sont considérés comme probables, avec plus 3, 5 degrés, on aurait l'été toute l'année. Donc, c'est quasiment comme si vous étiez en climat équatorial. Donc, moi, je viens aussi un peu du Gabon, donc je peux vous dire que l'humidité à 100%, c'est super. Voilà, donc c'est aussi pour vous, voilà, pour pas trop aller sur la fatalité, mais on est quand même sur des scénarios qui sont plus que probables. Nous, les scientifiques, clairement, il y en a qui sont déprimés, il y en a encore qui sont optimistes, mais on est quand même sur la volonté de se dire, on garde le cap des différents scénarios et on va essayer de comprendre comment le climat du futur sera. Dans CLIPSA, on travaille particulièrement à la déclinaison d'un des rapports du GIEC qui est sur les petites îles, les petites îles, et qui montre en fait qu'on a un vrai manque d'observation, de simulation à haute résolution sur les territoires insulaires. Et on a aussi des biais, des corrections, puisque bah, évidemment, vous pouvez voir sur le graphique qu'on a différents scénarios. Pour un peu revenir sur les diapos précédentes, donc là, c'est à la présentation de l'IRD avec le périmètre géographique, avec les deux centres où l'IRD est représenté physiquement, donc Nouvelle-Calédonie, Polynésie, avec un rayonnement à l'échelle régionale. Vous avez les ressources disponibles pour les films qui présentent l'IRD et l'histoire de l'IRD, évidemment, dans le Pacifique et à Nouméa. Je vous ai mis aussi le Science for Action, c'est le dernier forum de l'IRD qui a fêté ses 80 ans cette année avec les différentes tables rondes qui ont pu avoir lieu. Et comme je l'ai répété, on a eu des échanges, on va dire, entre sciences, décision, médiation, qui mélangeaient différents personnalités, qu'ils soient publiques, privées, issues de la jeunesse, de la société civile. Voilà, donc vous pouvez retrouver, j'ai mis les petits liens en haut à droite. Je vous ai mis aussi l'inventaire donc des réseaux et des projets de recherche au sein de l'IRD qui a vocation en fait à être qui a été déjà transmis en Nouvelle-Calédonie avec des fiches par projet qui vous présentent un peu voilà ce qui est réalisé en termes de projets autour du changement climatique puisque CLIPSA nous on s'intéresse à l'atmosphère mais on a d'autres programmes qui font du couplage atmosphère-océan qui travaillent sur les canicules marines. Donc, on a quand même voilà, un certain nombre de programmes qui peuvent vous intéresser si vous avez une sensibilité plus particulière sur certaines thématiques suite à la fin de ce module de formation. Voilà, donc là, c'était le plan pour CLIPSA. Là, c'était voilà, enfin, essayez de ne pas vous refaire, on va dire, 2 heures de présentation de contexte climatique parce que vous en avez déjà eu assez. Voilà, mais c'était juste pour vous montrer un petit graphique, enfin 2 graphiques qui présentent, voilà, par exemple, un scénario probable à 3 + 5 degrés dans le Pacifique Sud avec un zoom sur la Nouvelle-Calédonie et son environnement, où on peut voir que on irait sur un été toute l'année en 2080, par exemple selon le scénario 3.5, évidemment.
Et nous, dans Clipsa, donc, on décline un des rapports du GIEC, donc scénario, enfin, les rapports qui sont réalisés par le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui explique que sur les petites îles insulaires, on a vraiment un manque d'observation et de simulation climatique à haute résolution. Donc, on a plusieurs scénarios, vous voyez, qui peuvent être réalisés, mais on a vraiment un certain nombre de biais à corriger, puisqu'on a des incertitudes, là, ce qui est entouré en rouge, le cercle qui permet de voir qu'en fait, on a quand même, on ne sait pas vers quoi on pourrait aller en fonction des scénarios si on ne corrige pas ces biais. Donc, je voulais voilà, faire une présentation de Clipsa en 2 minutes 30. C'est une vidéo qui a été présentée lors du dernier forum, enfin lors du premier forum changement climatique en Nouvelle-Calédonie. Donc, en fait, la vidéo, là, c'est quelques slides qui présentent la vidéo en 2 minutes 30, qui prendra évidemment un peu plus que 2 minutes 30, hein, parce qu'on a fait une vidéo qui permettait aussi de ne pas présenter Clipsa en 10 minutes. Mais donc voilà, Clipsa, il faut le savoir que c'est un programme de recherche-action qui allie à la fois les sciences du climat et les sciences humaines et sociales. C'est un programme qui vraiment a pour objectif de créer des données inédites de connaissances scientifiques sur le Pacifique Sud, sur les trois territoires outre-mer français et le Vanuatu. C'est un projet évidemment qui est aussi multi-partenaire. On a l'IRD avec Météo France et l'Agence française de développement se sont associés en mutualisant leurs moyens techniques et financiers pour la réalisation de ce programme sur 5 ans. Et on a voilà, un rayonnement, on va dire, avec un réseau de partenaires satellites qui sont liés en fonction des territoires. Donc, par exemple, en Nouvelle-Calédonie, on a l'Institut néo-calédonien, enfin l'Institut agronomique néo-calédonien qui est partenaire du projet. En Polynésie, on a l'Université de Polynésie française, le CNRS via le CRIOB. En Nouvelle-Calédonie, on a aussi l'UNC. Et au Vanuatu, on travaille avec le VMGD. Donc, on a vraiment un partenariat qui est assez diffus. Il faut le savoir que ce programme, il intervient avec une grosse équipe de recherche scientifique. On a à peu près 25 scientifiques qui travaillent sur ce projet, qui sont à la fois physiciens de l'atmosphère, océanographes qui aident, on va dire, au projet. On a des anthropologues, des ingénieurs agronomes, des géographes, comme je le suis, pour réaliser les objectifs de CLIPSA. Donc, dans la vidéo, en fait, elle vous présente que il faut savoir que les modèles du GIEC actuellement ne sont pas appropriés donc à l'échelle des îles. Il y a évidemment la question de la correction des biais et des incertitudes, mais on ne voit pas en fait finement l'évolution des températures, des précipitations et des vents. Et le premier but de CLIPSA, côté sciences du climat, c'est de faire cette descente d'échelle, c'est-à-dire de passer d'un carré, que vous voyez un pictogramme, enfin un pixel qui est assez gros, qui est dans les rapports du GIEC, dans les simulations du GIEC, jusqu'à une descente d'échelle qui permet de voir à 2,5 km, donc c'est vraiment à très haute résolution, la topographie et l'orographie des différents territoires et qui pourra mettre aussi évidemment en lumière les différents microclimats qu'il existe à l'intérieur d'un territoire de chaque géographie du projet. Il faut aussi savoir que côté sciences humaines et sociales, il y a quand même un constat qui a été fait par rapport aux populations océaniennes. On ne part pas de rien. On a évidemment des populations insulaires qui sont tributaires encore grandement de leur environnement, que ce soit pour l'agriculture, la pêche, qui font face à des aléas environnementaux et ont développé depuis des décennies, voire des siècles, des savoirs et savoir-faire écologiques locaux et on produit en fait des cultures du risque. Et tout l'intérêt en fait de CLIPSA est de comprendre comment il y a de la production de nouveaux savoirs. Évidemment, aujourd'hui, on n'a pas seulement les savoirs des vieux, comme on dit chez les anthropologues, mais on a aussi des savoirs qui émanent de la télévision, des médias sociaux, de Météo France, du monde scientifique, qui produisent des savoirs et comment tous ces savoirs se transforment, comment ces expertises rythment en fait les populations dans le sens où comment on va comprendre la représentation du changement climatique par les populations et essayer de comprendre aussi comment il y a une transformation des lieux et des moments d'apprentissage, puisqu'aujourd'hui, les personnes font face donc à différentes sources de savoir comme un entonnoir et donc ils doivent après réaliser leur propre expertise, enfin leur propre compréhension
du climat et de ce qui est en train de se réaliser. Donc là, c'est un peu la partie assez hard de la compréhension du programme, beaucoup plus difficile que sur une vidéo en 2 minutes 30. Mais il faut savoir que nous, on a donc des scientifiques des sciences du climat, des climatologues, qui travaillent sur cette résolution, sur cette projection climatique à haute résolution à différentes échelles, comme on a pu le voir dans l'avant-dernière slide que je vous ai présentée. Donc, avec une équipe qui est interdisciplinaire et évidemment aussi internationale. On a un objectif aussi qui est autour de mieux comprendre et d'analyser les vulnérabilités et potentialités des ressources et des acteurs locaux. Donc là, c'est le travail des anthropologues qui travaillent sur les différentes géographies du projet. Et en fait, ces deux sciences, sciences du climat et sciences humaines et sociales, se croisent pour ensuite mieux comprendre la modélisation des impacts du changement climatique à travers des modélisations qu'on réalise actuellement, enfin qui vont commencer à être réalisées sur les différents territoires. Et nous, actuellement, il faut savoir qu'on a, je vais vous présenter dans les autres parties du programme, on n'a pas fait travail, c'est pas les scientifiques qui ont choisi évidemment les secteurs. On a travaillé pendant 1 an et demi avec les différents collectivités territoriales pour cerner leurs problématiques, leurs enjeux et leurs besoins en termes de secteurs prioritaires pour comprendre quels vont être les impacts des changements climatiques. Et donc, on a évidemment les objectifs. Évidemment, tous ces résultats seront diffusables puisqu'on parle de recherche publique, donc de recherche accessible via des portails régionaux tels que la CPS. Vous avez eu des personnes de la CPS dans d'autres modules qui ont des portails qui permettent de diffuser l'information au plus grand nombre. Et vous avez aussi des portails via Météo France, DRIAS par exemple, qui est spécialisé sur les outre-mer, qui est assez intéressant à regarder. Et puis, on a des portails qui sont plutôt nationaux, comme par exemple en Nouvelle-Calédonie, GeoRep. Et puis, on a toute une autre partie d'assistance technique réalisée par l'AFD qui donc réalise des appuis financiers pour le recrutement de personnel au sein des services de l'environnement ou d'assistants dédiés pour élaborer ou réviser les plans d'adaptation dans les différents territoires. Donc voilà, je voulais vous montrer un peu le panorama de l'équipe. À l'IRD, on est quand même beaucoup dans la coopération sud-sud et la coopération interbassin, puisque ce qui se passe actuellement dans le Pacifique Sud, on est dans d'autres géographies, dans d'autres continents. Il y a aussi évidemment des retours d'expérience qui sont à réaliser. Donc, on a une équipe qui est à la fois donc, du Pacifique, des Caraïbes, d'Afrique et Indo-Pacifique, en fait, je pourrais dire, parce que je vois mes collègues indiens et vietnamiens. On a aussi évidemment des appuis complémentaires puisque l'IRD encadre souvent donc des stages pour former, évidemment, aider les jeunes à la formation, à mieux comprendre. Donc nous, on reçoit aussi beaucoup, sans doute, de futurs jeunes qui sont au lycée actuellement, et qui arrivent après à l'université, qui demandent des stages au sein de l'IRD. Donc nous, on fait partie des programmes de recherche qui encadront donc des stages de licence à Master 2. Donc, peut-être ce qui est intéressant aussi pour vous, c'est quelque chose qui est peut-être accessible, c'est l'intégration des jeunes dans les processus de consultation et de concertation sur les plans d'adaptation, en tout cas sur la stratégie d'adaptation au changement climatique de Nouvelle-Calédonie, avec un focus sur les étudiants de l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Donc, on est vraiment sur la volonté de transmettre aussi nos connaissances. Donc là, c'est vraiment plutôt géographiquement où se trouvent les différents chercheurs dans l'équipe. Il faut savoir que, donc, comme je le disais auparavant, nous, on ne travaille pas de notre côté en tant que chercheurs. Nous, on travaille énormément et en étroite collaboration avec des points focaux institutionnels dans différents territoires du projet. On a eu, donc, comme je vous ai dit, pendant 1 an et demi, des concertations assidues pour identifier les besoins, les enjeux et les priorités de chaque territoire en essayant d'avoir un angle régional et un socle de connaissances communs sur qu'est-ce qui pourrait faire sens en termes de travail et d'études entre le territoire et pays. Et donc, pour vous donner un exemple
de travail. Nous, comme on cible l'agriculture et la ressource en eau agricole, on a décidé donc ensemble de travailler à différentes échelles, puisque ça correspondait aussi à tout ce qui aurait pu être en fait qui est réalisé dans d'autres pays, plus une partie donc archipel, par exemple si on prend pour la Nouvelle-Calédonie donc la Grande Terre, une échelle après plutôt de corridor écologique avec à une échelle méso où on a des focus, chaque province a décidé sur quelle région il souhaitait mettre un accent particulier pour l'étude dans CLIPSA. Donc là, c'est plutôt le travail des climatologues et des modélisateurs. Et puis, il y a une troisième échelle très micro-locale qui, elle, appartient plus aux anthropologues de l'équipe, puisque bah, évidemment, ils ne peuvent pas travailler à l'échelle de la Calédonie et donc étudient dans des endroits bien spécifiques, font des enquêtes qualitatives et des techniques, enfin des techniques d'enquête globale auprès des populations, donc auprès des agriculteurs, par exemple, sur leur façon de la perception et la représentation du changement climatique. Et nous, on est vraiment axé sur différentes familles dans le secteur agricole, donc autour du couple taro-igname, qui est quand même quelque chose de très important à travers tous les territoires concernés par le projet. Et puis après, on a des focus en fonction des territoires, puisqu'en Nouvelle-Calédonie, on a l'arboriculture, en Polynésie, on a l'ananas sur Moorea. Donc après, on a vraiment une volonté aussi d'inclure le plus possible les besoins des territoires. Donc, pour un peu aussi situer le projet par rapport aux objectifs de développement durable, parce que j'ai vu que mes collègues de la CPS, tout le monde l'a fait, c'est vrai et puis l'IRD aussi a vocation de répondre aux objectifs de développement durable. On essaye autant que faire se peut de pouvoir mettre notre pierre à l'édifice, que ce soit bah, voilà, dans l'alignement des politiques publiques actuelles, dans les documents, les politiques sectorielles qui existent déjà, et dans la construction, évidemment, des stratégies et des plans futurs qui a trait au changement climatique et en particulier sur l'adaptation. Donc, je voulais vous faire un focus plus sur un résultat, par exemple, de stage qu'on a encadré là, il y a maintenant un an, avec une jeune mathématicienne, une jeune étudiante de l'École nationale de météo, autour des canicules terrestres, savoir si c'est un mythe ou une réalité en Nouvelle-Calédonie. Donc, on s'est posé plusieurs questions autour des vagues de chaleur en Nouvelle-Calédonie par rapport à leur durée, l'intensité, leur nombre, quelles étaient les tendances, quels étaient les mécanismes atmosphériques en jeu, et les épisodes les plus marquants, est-ce qu'ils étaient, enfin, étaient-ils localisés ou d'ampleur synoptique? Il faut savoir que donc tout le résumé, tout le rapport est accessible sur le site web Clipsa, donc vous pourrez retrouver facilement si vous voulez avoir plus d'informations. Mais il est vrai que voilà, on a pu voir qu'elle a fait un travail vraiment sur la partie vraiment plus axée sur décembre-avril, donc la période chaude en Nouvelle-Calédonie. Et en effet, on a pu constater des tendances à long terme qui ont révélé pardon, en moyenne l'occurrence de 4 à 5 vagues de chaleur sur le territoire durant en moyenne de 4 à 5 jours. Alors évidemment, peut-être que vous ne l'avez pas remarqué puisqu'elle a fait des données historiques sur les 20 dernières années. Mais comme évidemment, on évolue dans un climat chaud entre décembre et avril, le fait qu'on soit, on va dire, acclimaté permet aussi au corps humain de mieux supporter. Mais on a quand même donc des canicules et qui mettent aussi à rude épreuve le corps, même s'il est adapté. Donc, il faut savoir aussi qu'il y a des disparités géographiques, puisqu'elles sont plus nombreuses sur la côte sud-est de la Grande Terre et sur les îles Loyauté, mais plus intenses sur le relief et la côte ouest. Donc, ça, c'est très important d'avoir cela en tête. Il faut aussi savoir qu'elle a quand même commencé à travailler un peu sur la saison hivernale, et puis on a vu, enfin la saison hivernale, la saison plutôt fraîche, hein, je l'ai mis, avec des épisodes également plus intenses et plus longs. Il faut aussi marquer en évidence qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, on a quand même une sécheresse. Si vous avez remarqué, il ne pleut pas. Donc, c'est quand même une assez grande question qui est de qu'est-ce que va être l'évolution du climat dans le futur. Et donc, pour résumer, il faut savoir quand même qu'on a une augmentation significative du nombre de vagues de chaleur sur la majorité du territoire qui est observé. Mais ce signal est un peu moins clair pour les intensités et les durées moyennes. Donc, il faut toujours la recherche scientifique, c'est jamais fini. Il faut toujours aller dans savoir comprendre qu'est-ce qui pourrait être fait à l'avenir.
Voilà. Je voulais aussi, comme vous êtes enseignant, vous présenter des exemples d'actions qui allient sciences, médiation et pédagogie. Parce que là, évidemment, donc on est autour de l'histoire géo et de la SVT, mais nous, on a vraiment voulu essayer de croiser en fait les disciplines. Donc, par exemple, on a soutenu des projets qui mêle l'art et la science. Donc, c'était en 2022 autour de Miyazaki. Alors, je ne sais pas si certains de vous ont assisté. Donc, c'était vraiment autour de la nature, autour des œuvres de Miyazaki. On a inclus toute une dimension changement climatique avec les intervenants scientifiques pour essayer voilà, de sensibiliser sur ces questions. Là, et on a vu quand même que ce format ciné-conférence-concert était quand même enfin, assez bien apprécié par le public. Donc, on a essayé d'aller vers la multiplication de ces initiatives. Il faut savoir qu'il y a pour vous, il y a l'émission Empreinte avec Elisabeth Opla qui a fait une conférence, une émission sur le changement climatique spécifique où d'ailleurs il y a notre coordonnateur côté sciences du climat, Christophe Menkes, qui est intervenu pour expliquer. Donc ça, c'est aussi très intéressant pour projeter si vous avez des sessions à réaliser avec les élèves. Et puis, l'IRD participe chaque année aux Fêtes de la Science. Donc, cette année, on n'a pas trop participé parce que c'était vraiment centré sur l'océan. Et comme on travaille sur l'atmosphère, voilà, on a préféré plutôt, on va dire, se focaliser sur début 2025. Mais les années précédentes, on a beaucoup organisé des fresques du climat avec les jeunes. Donc, c'est assez bien puisque c'est un jeu qui est organisé qui a été développé par l'Agence calédonienne de l'énergie. Qui dure 1h30 pour les jeunes, 3 heures pour le grand public, et qui est assez bien puisque on traite sur les causes et les effets des changements climatiques. Ça permet une interaction dans une intelligence collective autour des questions des changements climatiques. Et puis l'année dernière, on a voulu faire cette exception, on va dire, avec la thématique sport et sciences, où nous, on a travaillé sur sport et climat. Et là, on a voulu vraiment challenger les athlètes calédoniens à essayer de voir quel était l'impact de leurs pratiques dans un contexte de changement climatique. Et ça a été très intéressant parce que lors des conférences au REX et au MK2, on a à la fois projeté donc avec les séries, la série Sans limite qui traite du dépassement de soi. Donc il y avait une émission une émission qui traitait du trail avec Angélique Plaire, du vélo avec David Esposito, qui travaille aussi à Météo France, et tout ce qui est activité nautique avec la jeune championne Phoebe en kitesurf. Donc, on a vraiment voulu mélanger donc, à la fois différents athlètes de différentes disciplines et différents chercheurs à la fois qui sont de l'UNC en physiologie du sport, de météo, de géographe aussi, puisqu'on a toute la question aussi de géographie du climat et du sport. Et ça, c'est très intéressant, hein. Vous pouvez traiter sur l'atténuation au changement climatique que sur l'adaptation. Puis actuellement, on a pu aussi observer que beaucoup d'équipements sportifs n'étaient pas forcément adaptés au climat du futur, puisque évidemment, on a encore trop souvent des infrastructures qui sont en plein soleil et où les pratiques sportives ne se font en pleine journée. Donc, c'est évidemment assez difficile et on a pu voir l'aberration quand même de marathons qui sont faits à des températures à 35-40 degrés à l'échelle planétaire et qui met à rude épreuve le corps, mais qui aussi qui met à rude épreuve les athlètes et qui des fois doit se dépasser et des fois y laisser leur vie. C'est ce qui est déjà arrivé avec des malaises à répétition et puis des fois ce qui a pu arriver au niveau du pire. Mais voilà, donc ça a été très intéressant puisqu'on a eu beaucoup de gens qui ne voyaient pas le lien entre sport et climat initialement. Donc voilà, nous, ça nous a permis aussi de travailler sur le stress thermique par rapport au corps, par rapport à l'épreuve l'épreuve du running, par exemple, du trail en situation de chaleur extrême. Donc voilà, c'était un peu aussi pour vous donner des idées, des exemples à travailler ensemble avec vos collègues
au sein d'écoles autour des changements climatiques. Et je voulais aussi un peu terminer sur, bah voilà, on organise souvent des conférences débats sur demande. La mairie de Bourail nous avait demandé l'année dernière de faire une conférence spéciale sur les défis actuels et futurs du changement climatique avec une adaptation pour la Nouvelle-Calédonie. Donc on est tous montés à Bourail, que ce soit l'Observatoire du littoral. Oblique, que ce soit des chercheurs IRD, on est monté pour essayer d'expliquer voilà, ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas aussi, et ce qui reste à construire et à comprendre. Et donc, je vous invite aussi à avoir un retour sur le forum calédonien, le premier forum qui a eu lieu en avril dernier, donc juste avant les événements, et qui va se redérouler en 2025. Donc, où nous, on a participé à la table ronde autour de l'impact, comment le changement climatique impacte la Nouvelle-Calédonie. Voilà. Et je voulais ouvrir enfin cette petite, ça c'est ma dernière slide, d'échange-discussion autour de projets, autour de la science et de la médiation, qui pourraient être aussi très intéressants, parce que nous, actuellement, on est dans la réflexion et dans la programmation d'un événement marquant autour du climat, autour du changement climatique pendant le semestre 1 2025. Et on ouvre énormément aussi à voilà comment mêler différents arts, qu'ils soient issus des arts visuels, des arts de la scène, de la littérature, du slam. On sait qu'on a beaucoup de jeux pédagogiques existants et donc voilà, ce serait aussi pour ouvrir un partage et un retour d'expérience aussi de ce que vous faites en classe autour des changements climatiques ou bien de l'environnement en règle générale. Si vous avez des idées ou vous avez des intérêts particuliers, des sensibilités. Voilà, donc c'est un peu une slide pour échanger, discuter autour d'intérêts qui pourraient être communs. Voilà. Je vous remercie de votre attention et puis vous retrouverez toute l'information sur le site web Clipsa, la vidéo et les différentes liens ressources que je vous ai mis dans le PPT. Voilà. Merci beaucoup. Oui. Il faut savoir, pour vous dire, c'est qu'au forum, on avait en avril dernier, le gouvernement avait fait appel en fait aux éco-délégués. Alors, ça devait être du collège de Coutiot, et qui avait en fait fait une déclaration, on va dire, d'urgence climatique, mais ça tournait beaucoup autour de l'environnement, de la pollution. Enfin, c'était assez condensé, quoi. Et donc, quand on a vu ce format, on s'est dit, tiens, on pourrait quand même relancer quelque chose comme ça. Mais le truc, c'est, enfin, je trouve que le format de déclaration, enfin, c'est un format très adulte et pas du tout format jeunesse. Et nous, on n'est vraiment pas trop là-dessus, dans le sens où on a bien vu, hein, enfin, dans Sport et Sciences, où on a vu des choses qui fonctionnaient bien. Enfin, Miyazaki, ça a été quand même quelque chose qui a été refait plusieurs fois parce qu'il y avait trop de demandes. Et le fait de mêler l'art et l'émotion autour de la science, c'est vraiment quelque chose qui pourrait émerger. Et sachant que, bon, là, on a enfin, hier, terminé la fête de la science. On espérait voir un peu le retour d'expérience, mais c'est vrai qu'on a souvent des conférences débats. On voudrait un peu innover. On a quelques idées. Moi, je sais que dans les autres pays où j'ai travaillé, on avait des concours de slam autour du changement climatique. On avait la visualisation d'un film, des danseuses professionnelles qui avaient des costumes cyclones, par exemple, et qui faisaient des représentations. Et puis après, on avait vraiment, enfin, il y avait beaucoup d'idées qui avaient émergé. Donc, voilà, là, c'est vraiment pour essayer de répondre aussi aux attentes, aux besoins, des envies particulières, des choses qui ont fonctionné, la vie personnelle, en fait, des enseignants sur qu'est-ce qui pourrait animer les jeunes sur cette question des changements climatiques. Alors nous, comme vous le savez, on travaille avec la politique publique. Donc on va faire en mois de novembre, enfin ce mois-ci, une présentation de première stimulation climatique, mais plutôt au niveau politique, puisque comme vous le savez, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie a lancé sa stratégie d'adaptation au changement climatique il y a quelques mois. Donc, CLIPSA d'ailleurs est nommé.
Donc, on souhaite déjà faire une première présentation au niveau plutôt politique publique en novembre. Et puis, bah, l'événement, là, dans le dernier slide, la dernière slide que je vous ai présentée, en mars, enfin, ce qu'on voudrait faire, c'est en mars 2025, de faire un événement CLIPSA qui permet aussi de, voilà, de présenter cette partie sciences du climat, que ce soit pour les décideurs, mais aussi pour le grand public puisqu'on a la personne qui réalise les simulations à haute résolution, Anne, qui vient en Nouvelle-Calédonie parce qu'elle est basée à Météo France Toulouse depuis 2 ans. Elle vient du 1er mars au 15 avril, donc on profite de sa mission pour qu'on fasse, voilà, on a prévu, on s'est inscrit dans la liste des conférences Sénature, par exemple. On essaye de voir, on va essayer de voir avec la CPS ce qui est possible de faire en termes de présentation parce qu'elle est anglophone, donc il faut évidemment avoir une traduction instantanée pour la compréhension. Mais de ce qu'on souhaite aussi, c'est de faire des posters un peu récapitulatifs. Par exemple, on a fait des posters de Enora Cariou, du stage d'Enora Cariou, pour des workshops scientifiques qu'on va mettre sur le site web. Donc voilà, pour la partie sciences du climat, donc l'objectif 1, c'est fin d'année et semestre 1 2025. Et puis pour la partie des anthropologues sciences humaines et sociales, bah, ils sont en plein sur le terrain. Donc mon équipe n'est pas présente trop sur le territoire actuellement, puisqu'ils sont soit au Vanuatu, soit à Wallis et Futuna, soit en Polynésie. Donc là, c'est vrai que moi, ce que je souhaitais, c'était de pouvoir peut-être vous donner un premier draft, on va dire, de qu'est-ce qui est réalisé sur le terrain. Mais on a un premier livrable intermédiaire qui va être produit, bah, en fait, dans 2 jours, qui va être transmis à toute l'équipe. Et de ce rapport, on va pouvoir voir ce qui peut être ce qui peut être envisageable d'être diffusé. Mais dans tous les cas, on a des postdocs et des doctorants qui sont extrêmement, comment dire, très communicants. Donc, ils voudraient créer des podcasts. Donc, on voudrait faire des capsules aussi audiovisuelles, un peu de films, de témoignages, pour relater un peu ce qui monte du terrain, tout simplement. Donc, nous, on n'avait pas comme protège, on n'a pas une mission sur TV Calédonia qui s'appelle Résilience et qui, voilà, chaque mois, je ne sais plus pas, c'était quoi les délais de visionnage, mais voilà, donc on est plutôt sur des petits formats. Donc voilà, on souhaite vraiment faire quelque chose qui soit plutôt multimédia ou bien poster, ce qui est beaucoup plus simple pour tout le monde et que c'est plus facile à véhiculer. Enfin, je sais que bon, vous préférez souvent des fiches. Enfin, moi, j'en ai vu tellement des fiches par les professeurs. Je me suis dit, bah, c'est important, surtout que vous n'allez pas avoir des 50 pages de rapport à lire alors que vous avez tout un programme à construire, donc avec plein de connaissances à mobiliser de partout dans un temps restreint. Voilà. Calédonie, en 2019, a fait une demande a fait une demande comme quoi il souhaitait être accompagné. Donc c'était bon, l'ancien gouvernement. Et donc après, on a le projet, quand il s'est instruit, on a embarqué avec nous donc les autres outre-mer français qui étaient aussi intéressés. Et le Vanuatu qui avait dit, allez, pourquoi pas. Parce qu'il faut savoir que ces projections climatiques à très haute résolution, à 2,5 km, il faut savoir que dans le Pacifique, ça n'existe pas. Dans les autres territoires, hein, au Fidji, le Cook, ils ont on va dire des projections qui sont faites, mais on va dire à une échelle un peu, enfin voilà, échelle intermédiaire. Mais ils ont quand même fait des études de cas sur des filières, par exemple coco, cacao, café, dans plusieurs autres îles. Donc, on essaye de faire ce retour d'expérience sur à ce que font les autres et surtout de savoir quelle va être la réponse au niveau très local. Parce que nous, c'est ce qu'on souhaite aussi, c'est une réponse aussi locale qui permet après d'être pas répliquée. Mais comme vous le savez, on travaille que sur l'agriculture et sur l'eau, alors qu'il y a tellement d'autres secteurs dans un plan d'adaptation. On a l'habitat, on a la santé, on a les écosystèmes marins. Voilà, normalement, on travaille à différents secteurs. Et je crois bien qu'il y a eu un rapport récemment qui est sorti par la France sur le fait qu'on n'a pas, on a des plans d'adaptation, mais on n'a pas des diagnostics de vulnérabilité à l'échelle territoriale, à l'échelle locale. Et c'est ça qui manque, puisque la réponse locale,
permet de mieux comprendre après ce qui se passe au niveau national. Et c'est pour ça qu'on a le développement aussi de GIEC locaux, des GIEC à l'échelle de régions. Je sais que celui de la Loire hein, est très, très, très poussé de par Virginie Resson-Victor, qui est la femme de Christophe Victor, grand géographe, géopolitologue, qui faisait le dessous des cartes sur Arte, qui est du laboratoire l'EPAC. Donc ça, c'est très intéressant parce que le l'EPAC avait sorti il y a maintenant, enfin, il a refait un master, enfin, une remasterisation de son livre qui s'appelle 2033, les futurs du monde possible. Alors pour les géographes, c'est vraiment une mine d'or parce que c'est de la prospective sur plein de sujets qui traitent pas seulement du changement climatique, mais sur vers où peut aller les sociétés. Donc c'est très intéressant. Et puis après, vous avez pour la jeunesse, nous, on a une collègue à l'AFD qui a publié, enfin copublié avec des collègues et une dessinatrice, une BD sur les 10 idées reçues sur le climat. Ça peut être aussi très intéressant. Bon, vous savez, il y a le monde sans fin aussi de Jean Covichini. Il y a tellement de ressources maintenant disponibles qu'avant, on a le sport, le climat, un sport de combat aussi. C'est une ressource que moi j'avais lue quand j'étais jeune qui était assez bien. Donc voilà, en fait, on essaierait aussi de faire un peu revivre comme faisait Hip Hop. Je ne sais pas si vous avez connu, c'est les petites ondes participatives que l'IRD avait fait émerger. Ça partait du Pacifique et après, c'est allé beaucoup plus sur les continents latino-américains, africains, asiatiques. Hip Hop, c'est EPOP, c'est le sigle, qui avait super bien marché, puisque c'est des jeunes ou des moins jeunes hein, qui se filmaient et qui voilà, traitaient d'une question. Ça durait 5 minutes top chrono, la vidéo, et ça permettait de donner la parole en fait aux personnes qu'on n'entend jamais et qui sont silencieuses et qui pourtant ont un savoir inestimable. Voilà. Les entreprises privées se serviront en fait des données de CLIPSA puisque toutes les données vont être dans des portails qui sont accessibles à la fois au public et au privé. Par exemple, le portail GeoRep en Nouvelle-Calédonie, les bureaux d'études de géomatique, des géotechniques pour les mines en fait, ont accès à ce portail. Donc, c'est vraiment, en fait, ce qu'on souhaite, nous, vraiment, c'est la diffusion au plus grand nombre. Alors, évidemment, au niveau régional, c'est la CPS et le SPREP qui sont les on va dire, qui rassemble aussi et qui collecte la donnée pour les diffuser. Après, on a Météo France hein, via DRIAS, donc tout type de secteur privé peut aller, en fait, demande, comme c'est de la donnée publique, peut aller sur les portails nationaux ou Outre-mer DRIAS. C'est DRIAS, qui est le portail spécial des Outre-mer pour Météo France. Et après, vous pouvez aussi envoyer un message aux chercheurs collègues de CLIPSA. Hein. On est toujours accessible. Hein. On a toujours essayé de se rendre accessible, de faire des interventions, même si parfois c'est un peu éclectique. Voilà, par exemple, quand la mairie de Bourail nous a dit, ah, mais nous, on veut travailler sur on veut faire un séminaire, qu'est-ce que vous nous proposez? Bon, c'est tout de suite Météo France, c'est Thomas d'ailleurs qui s'est chargé de toute l'organisation, qui a d'ailleurs fait le filigrane et tout, et on y allait, hein. Donc on a vraiment vocation de pouvoir partager au compte-gouttes les résultats avant d'avoir vraiment des résultats. On a des... Ce qu'on souhaite vraiment, c'est par exemple un portail où on peut cliquer sur le pays et qu'on puisse voir en fait, voilà, qu'est-ce qui va être si on met la ligne du curseur, par exemple, scénario plus 3,5, de voir comment la Calédonie, en fonction des endroits, des zones géographiques, que l'outil de visualisation permet de dire, oh là là, dis donc, là, ça va être coton, quoi. Enfin, coton, façon de parler, parce qu'on n'a pas de coton en Nouvelle-Calédonie, mais voilà. Donc, on a vraiment, et de voir en fait les disparités territoriales qu'il peut y avoir au sein même d'un territoire en déplaçant le curseur. C'est des idées. Après, vraiment, on était ouvert à tout type d'outils de visualisation. Je sais qu'en Polynésie, ils nous ont parlé d'Atlas. Vous savez, comme les grands atlas qu'on peut avoir. Ça, c'est vrai que ça reste dans le marbre. Donc ça, c'est vraiment à voir. Enfin, c'est vrai qu'on pourrait aussi voir
il y a tout un intérêt. Ce qui est bien à l'IRD, c'est qu'on a aussi beaucoup d'internalisation, puisqu'on a IRD Édition, IRD Multimédia. On a un projet de film de 26 minutes qu'on souhaite monter. Donc, on a un réalisateur qui suit les équipes sur le terrain pour capter le plus d'images. Et après, il y aura un montage. Et après, on voudrait faire des séries, un peu bah, comme a réalisé Protège, des séries un peu documentaires pour bah, capter et pouvoir diffuser bah, voilà, au fil de l'eau. Voilà. Et merci Marion pour les capsules audiovisuelles. Oui. C'est une demande qui a émané aussi des médias. On a dans l'identification des besoins auprès des médias. C'est vrai que voilà, ils nous disent. On a une jeune stagiaire du lycée La Perouse en BTS communication là, qui nous donne des idées vraiment super bien sur par exemple faire un concours de pâtisserie autour du changement climatique avec le lycée Écosiel. Donc on est quand même voilà, on a quand même voilà, l'Instagram aussi, des photos. Enfin voilà, on est quand même sur les réseaux sociaux. Enfin, on voudrait développer sur les réseaux sociaux, mais voilà. Après, il y a ce qu'on voudrait et ce que on peut faire avec les limites de l'IRD, puisqu'on a quand même beaucoup de réseaux sociaux qui existent déjà. Donc voilà. Mais on est tout à fait ouvert à toute proposition, parce qu'on a vraiment une marge de manœuvre. On peut faire hein, sport et climat au départ, on pensait pas du tout le faire. Hein, on était loin de là, et puis au final. Ça a plutôt bien marché. Le seul problème était que moi, je souhaite toujours, enfin, la fête de la science pendant tant d'années, c'était en novembre. C'est pas du tout super intéressant pour les profs. On arrive en période d'examen. Je sais pas. C'est que là, maintenant, on a fait au mois d'octobre. Alléluia. Mais c'est quand même quelque chose de. J'espère que ce sera la même chose l'année prochaine. On verra quelle sera la thématique. Bah, en fait, ça suit les dates métropolitaines. C'est contraint Oui, par les c'est dates ça. métropolitaines, malheureusement, pour avoir la labellisation. C'est ça, voilà. Bah, le programme Miyazaki n'avait pas eu le label hein, Fête de la Science parce qu'ils l'ont fait en dehors, ils l'ont fait au mois d'octobre. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de monde. Ça a été fait pendant les périodes scolaires. Donc tout le Ouais. monde est allé à l'auditorium du conservatoire de musique. Donc et D'accord. c'était full à craquer. Donc bon, voilà. Et oui, une journée climat tous les ans. Oui, bah oui, pensez à nous. Et puis nous, ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut aussi vous faire intervenir des personnes qui sont pas forcément, enfin, qui sont du Pacifique, mais pas seulement du Pacifique, parce qu'on a un doctorant d'ailleurs qui a gagné les doctorales là en septembre à l'Université de Nouvelle-Calédonie, qui est un Haïtien. Bon, on compte les Haïtiens en Nouvelle-Calédonie. Et puis, on a deux jeunes recrues là qui sont africains du Bénin et du Togo qui aussi travaillent énormément sur des questions similaires. Et c'est vrai que c'est un partage d'expériences interbassin, coopération sud-sud, où on ne dirait pas, mais en fait, il y a des choses qui émergent et qui sont très intéressantes bah voilà, à transmettre et à comprendre. C'est ça. Bah, dans le Science for Action, il y avait la table ronde sur la jeunesse pour transformer les sociétés. C'était super intéressant parce que justement, ça montrait bah, voilà, qu'est-ce que l'IRD peut permettre aux jeunes en termes de découverte des sciences, que ce soit, voilà, on a les anthropologues, les sociologues, les géographes, les démographes, on a les climatologues, les physiciens, qui d'ailleurs, vous savez, ne parlent pas du tout les mêmes langages. Hein. Dans une équipe scientifique, quand on fait des réunions interdisciplinaires. Je peux vous dire que quand le climatologue parle un charabia, l'anthropologue en face se demande si il va comprendre, bah, enfin, va parler, on va dire, simplement, puisqu'ils ont l'habitude de parler simplement aux populations. Donc, voilà, c'est un peu le challenge aussi dans une équipe scientifique. Donc oui, à l'IRD, il n'y a aussi pas que des chercheurs, il y a aussi des ingénieurs techniciens, il y a des supports, il y a vraiment toute une variété hein, au niveau de la communication, service presse, service audiovisuel, service, enfin le l'IRD édition. C'est une planète l'IRD, il faut le savoir. Et souvent, l'IRD en Outre-mer bah, est très très présente, mais il y a aussi l'IRD à l'international qui est très, très présente bah, avec des missions longue durée. Où on peut voir, on a quand même on va dire un réseau. Et puis, il y a aussi tout l'héritage de l'Orstom. Il faut aussi compter là-dessus, puisque bah, à cette époque, l'IRD faisait, enfin, l'Orstom faisait les cartes pédologiques de pays. À l'époque où il n'y avait peut-être pas forcément de carte en France là-dessus. Donc, on est vraiment, il y a tout un héritage où il faut. Et puis, vous verrez de toute façon avec la ressource de l'IFO à l'IRD, 70 ans de présence en Nouvelle-Calédonie, il y a quand même eu quelques petits changements. Hein. Voilà.
C'est une école, hein, c'est un peu une école de la vie, l'Orstom IRD, on va dire ça comme ça. Les évolutions ont un peu changé. Et puis, on a surtout des métiers passion. C'est-à-dire les chercheurs ne comptent pas les heures, hein. On nous refuse l'interdiction de rentrer le week-end ici, mais je peux vous dire que si l'IRD était ouverte le week-end, il y aurait beaucoup de chercheurs qui travaillent, hein, parce que la recherche ne s'arrête jamais, en fait. Il ne faut pas se perdre dans la recherche. Voilà. C'est comme pour les professeurs, il ne faut pas se perdre dans l'enseignement. Il faut aussi se dire à un moment donné. Et je trouve que c'est le plus important pour les enseignants, de ce que j'ai vu aussi par rapport à mon approche personnelle, c'est d'être tellement contente après de voir qu'est-ce qui est devenu tel élève, de voir que voilà, on l'a accompagné pendant peut-être 1 an, 2 ans, des fois 3 ans, ça peut arriver, et de voir voilà quelles étaient ses difficultés, et comment il a réussi à faire face. Et puis bah, évidemment, il y a les trajectoires de vie qui sont très intéressantes. Nous, on a des parcours calédoniens ici. Donc, depuis une vingtaine d'années, on a des photographes qui ont mis en valeur ces parcours calédoniens, des personnes qui sont rentrées à l'IRD, qui après ont fait leur vie. Enfin, voilà, on a un président qui a travaillé à l'IRD, hein, il faut le savoir. Donc, bon, on a quand même des représentations de haut niveau. Donc, c'est quand même intéressant, voilà, de partager ce qu'on peut. Voilà, je parle trop, donc normalement, je suis censée vous laisser la parole, hein. Voilà, ne pas boire les paroles, hein, on fait ce qu'on peut, mais je sais que Ouais, dans les merci. profs d'histoire géo, il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup d'historiens qui ont Historien, oui. fait. Mais vous avez beaucoup. Oui, c'est vrai qu'entre SVT et Histoire Géo, la frontière est mince, hein. Vraiment, la frontière est mince. Nous, enfin, on le voit énormément. Donc, parce que le climat, dans tous ses états, le climat touche tout le monde et touche toutes les disciplines. Donc, parce que l'histoire du changement climatique peut être aussi reliée à l'évolution de la planète. Bah, déjà, rien que je pense que Thomas vous l'a bien expliqué. Donc, c'est quand même. Puis bon, voilà, c'est vrai qu'il y a. Nous, on a plein. Enfin, concrètement, un groupe de travail restreint entre professeurs d'histoire géo et SVT. En peut-être 2, 3 heures, on a déjà des thématiques qui sortent. Enfin, en tout cas, nous, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Surtout qu'on cherche la plupart du temps. On lit beaucoup d'articles scientifiques et de plus en plus, il y a de la recherche interdisciplinaire, transdisciplinaire. Et c'est vraiment. C'est la science de la durabilité, c'est ce que pousse l'IRD déjà depuis quelques années. Donc, de dépasser les frontières, on a vraiment, enfin, aujourd'hui, on a des chercheurs qui font face aussi à l'évolution de leur métier et qui doivent aussi aller vers les autres disciplines. Parce qu'avant, on était, voilà, on fait nos rapports et après, ça va être lu par quelqu'un, enfin, de la discipline, de sa propre discipline. Et puis voilà, alors que maintenant, non, puisqu'on a on a une multipolarité du monde, on a beaucoup de choses qui sont en train de se passer et c'est le moment de faire tomber les barrières. Parce qu'en ce moment, on monte, on érige des barrières, c'est le moment de casser les barrières. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important en science. Après, je ne veux pas avoir un langage un peu voilà, naïf, même au niveau de la science, hein, on a beaucoup de sujets un peu contraignants, mais on a quand même, sur la temporalité, par exemple, hein, des programmes de recherche. Mais il est vrai que on a, pendant assez longtemps, je crois qu'il y a quand même plusieurs chercheurs qui ont soutenu Reporters scientifiques en herbe. C'était un programme qui avait été, d'ailleurs, ça a lieu chaque année. Mais voilà, enfin, je pense que après, si vous avez besoin de notre aide pour réfléchir à faire des passerelles, on est là, hein, puisque de toute façon, nous, c'est notre vocation, hein. Enfin, en tout cas, les géographes, de notre côté, c'est notre vocation à faire des ponts. Alors, je dirais pas en béton, mais en liane, parce que je préfère plus les lianes que le béton. Mais voilà, il y a pas, faut pas hésiter, on est là pour vous. Eh bien, figurez-vous que non, parce qu'on a, alors, non, pas sur les financements, parce qu'on a 3 partenaires qui sont issus de l'État français. Donc, les financements sont toujours assurés. Par contre, nos partenariats de proximité, c'est-à-dire avec l'IAC, avec tout ce qui s'est passé pour apport la guerre. Donc, nous, on a accueilli la quasi-totalité des agents de l'IAC avec nous. C'est bien, mais en même temps, c'est pas très bien parce que du coup, on les aime, on sait qu'ils sont là. On n'a plus besoin d'aller à Port-la-Guerre, mais on a quand même, non, on a quand même une grande difficulté, une incertitude pour nos partenaires directs. Donc, pas sur les financements, mais sur les collaborations. Ça, oui.
Après, le changement climatique, multi-crise ou pas, le changement climatique n'est pas une crise, il faut le savoir, puisque c'est sur le très long terme. Donc, il faut vraiment, enfin, il faut dépasser ça. Mais par contre, là, le changement climatique ne se fera jamais sans justice sociale. Ça, c'est important. Alors, là, il y en a eu tellement de choses là-dessus. Donc, on a quand même des enjeux qui sont assez forts. Et puis, comme bah, je l'ai dit en début, moi, j'ai travaillé dans les pays africains, donc je peux vous dire que moi, enfin, j'en ai fait quand même deux ou trois des coups d'État. Et l'environnement a peut-être été mis de côté pendant quelques mois, mais après a toujours été rattrapé, que ce soit par les grandes conférences et puis aussi par les populations elles-mêmes, puisqu'elles sont totalement vulnérables. C'est quand même des laissés pour compte la plupart du temps. Donc, non, non, non. Donc voilà. Pour revenir au financement, c'est non. Pourquoi pas? On avait beaucoup échangé. Mais en fait, il y a Christian Gratalou. Il y avait aussi une ancienne, elle était directrice, présidente de Action contre la faim pendant très longtemps. Oh là là, je sais plus. Mais je connais aussi Jérôme Agrin en géopolitique, qui est très très intéressant, qui est à l'IRD. Et puis après, bah, il y a beaucoup de géographes à l'UMR Prodigue, mais voilà, ils sont plus dynamiques des pays en développement, pays émergents. Après, vous avez une très bonne géographe qui a fait une présentation, alors géographe des littoraux, qui est Virginie Duval, qui va revenir d'ailleurs en 2025. Elle a fait une présentation à la CPS cette année. Donc, elle travaille sur le projet Futurisque. Je l'ai mis dans le PowerPoint, dans les fiches différentes qui existent. Et puis après, vous avez Gilbert David qui prend sa retraite, qui est géographe des mers et des littoraux aussi. Très intéressant, qui a travaillé sur les milieux, bah, sur les îles isolées. Très, très bien. Il y avait un très beau livre là-dessus. Donc voilà, il ne faut pas aussi hésiter à. IRD Édition produit énormément de livres sur la question des changements climatiques et tout, avec différentes disciplines. C'est des expertises collectives, en fait, c'est de la recherche collective. Donc il y a vraiment il y a eu un très bon bouquin d'ailleurs avec Benjamin Sultan, qui est climatologue à l'IRD. Alors, c'est les défis autour du changement climatique. C'est plutôt sur l'agriculture, c'est vrai, mais quand on le lit, c'est quand même une mine d'informations, je trouve. Il faudrait que j'arrive à le resituer. Attendez, je le reprendrai. Mais il y en a tellement, en fait, après, des lectures. Et puis, comme vous parlez de agroforesterie, ça m'a fait penser à Geneviève Michon, qui a écrit Agriculture à l'ombre des forêts, ou Agriculteur à l'ombre des forêts, ou Habiter la forêt tropicale au XXIe siècle. C'est des livres hyper passionnants, puisque Agriculteur à l'ombre des forêts, ça parle, en fait, des forêts domestiques qui ont été en fait domestiquées de tout temps, qu'aujourd'hui, il n'existe pas de forêt vierge. Si vous voulez, j'ai un résumé de 20 pages parce que le bouquin fait 600 pages ou 500. Donc, ça peut vous être intéressant pour vous si vous n'avez pas envie de vous taper 500 pages. Habiter la forêt tropicale au XXIe siècle, ça, c'est super. Et puis, il y a Horizon aussi, Horizon Sud de l'IRD qui a sorti, enfin, bon, voilà. Hein. Après, il y a de l'Atlas de la Nouvelle-Calédonie hein, qui date de 2012, mais un peu d'avant. Voilà, c'est un peu gros, lourd, mais ça reste une référence. Voilà, il y a beaucoup il y a beaucoup. Mais sur la base Horizon de l'IRD, vous avez accès à tout. Vous pouvez accéder aussi à la photothèque de l'IRD, toutes les photos qui permettent enfin, voilà, de pouvoir mettre des images sur les écrits. Voilà. Ah oui, preneuse du résumé de 20 pages. Ouais, il faut que je le retrouve. Alors là, c'est. Voilà. Mais j'avais lu d'ailleurs, c'était Yann Arthus Bertrand, quand j'ai travaillé pour lui, qui a dit qu'il fallait lire ce bouquin absolument. Donc voilà, parce que Yann Arthus Bertrand a fait évidemment, vous savez, tellement enfin, voilà, de vols au-dessus de la Nouvelle-Calédonie, évidemment, mais a aussi écrit beaucoup de bouquins et beaucoup de références. J'invite énormément s'il y a des enseignants qui passent en région parisienne à aller à la Fondation Good Planet, à l'écologie, maintenant ils ont changé de nom, mais c'est la maison dédiée à l'humanisme et à l'écologie. Et chaque année, il faut y aller plutôt en printemps-été. Vous avez beaucoup de choses sur l'écologie et l'humanisme en règle générale, le changement climatique. Il y a oh là là, plein de concerts, plein de conférences. Il fait venir des personnes du monde entier. C'est super. Donc voilà.